Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à tout le monde qui est à distance aussi. Juste préciser aujourd'hui qu'on a un petit problème technique, c'est-à-dire que le son, en fait, pour les personnes qui sont à distance, là, surtout, le son qui vous sera transmis, vous est transmis via la salle. Donc, il se peut qu'il y ait un peu de fluctuation dans le son. Donc, vous devrez peut-être monter un peu votre volume pour entendre. Si jamais il y a des enjeux majeurs, vous écrivez dans le chat et puis Inès va vous répondre. Donc, bonjour tout le monde, je suis Michelle McCarroll, la directrice du département de psychologie. Ça fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence du 80e anniversaire qui est parrainée par le Cérébrum et par le Brahms. Donc, qui va être faite par notre collègue Floris Van Voet, qui est professeur adjoint au département de psychologie. Cette conférence est aussi offerte en marge de la Journée internationale de l'éducation. Et Floris, aujourd'hui, va nous parler de la compréhension du cerveau sensorimoteur du musicien. Alors, merci, Floris, d'être ici. Merci. Merci à tout le monde d'être là et merci aussi à ceux qui nous rejoignent par Zoom. Je suis très content que vous êtes là, même si je ne vous vois pas. Bonjour, bienvenue. Juste pour dire au début, désolé pour que mes diapositives vont être en anglais. C'est pour des raisons de paresse et de connaissance de français. Vous avez remarqué aussi que je ne suis pas locuteur natif de français, donc je voudrais vous prier de m'excuser pour les manques de compréhension qui résultent de ça. Et je vous invite à juste demander des clarifications si quelque chose n'est pas clair. Donc, les capacités musicales sont parmi les capacités les plus incroyables dont les humains sont capables. Où on connaît naturellement les grands musiciens et on ne peut que admirer leur capacité et les états émotionnels qu'ils savent évoquer en nous. Et aussi, tous les gens ont des capacités musicales quelconques. Ça peut être perceptive ou des capacités plus actives aussi. Maintenant, je vais m'intéresser dans cette présentation, et vu que c'était aussi la journée de l'éducation, je vais m'intéresser en fait à comment on apprend à jouer d'un instrument de musique. Et je vais prendre une approche plus de l'apprentissage motrice et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le système moteur en étudiant des tâches musicales ou des musiciens qui apprennent à jouer de leurs instruments. Et en fait, donc d'un côté, on a des musiciens comme celle-ci qui ont appris pendant de longues heures à jouer de leurs instruments de musique à travers un long processus. Et quand on regarde dans la littérature sur l'apprentissage motrice, en fait, on voit une image très différente de l'étude de l'apprentissage motrice. On voit quelque chose qui ressemble peut-être plus à ça. On voit qu'on pose des cibles spécifiques au système moteur. On peut étudier comment on apprend à faire X. Et on étudie, par exemple, le fait de donner des renforcements de quelque façon. Et en fait, il n'y a aucune invitation à des choses créatives à se passer dans le processus. Et ça limite les choses qu'on va pouvoir voir dans ce processus. Donc, par exemple, des études typiques, par exemple chez le singe, ils peuvent mettre des singes dans un endroit très restreint et le singe fait des mouvements de bras, par exemple, pour faire bouger un curseur d'une position spécifique à une autre position spécifique. Et c'est tout, en fait. Ça mène donc à une vision de l'apprentissage humain qui nous, en fait, a déjà montré énormément de choses sur le système moteur. On a pu, pendant les décennies passées, apprendre énormément de choses sur comment le système moteur fonctionne dans des situations comme ça. Mais en fait, ça a aussi des limites importantes. Par exemple, souvent des tâches qu'on utilise sont des tâches qu'on peut apprendre assez facilement. Donc, on voit des courbes d'apprentissage qui convergent très rapidement vers une performance quasi parfaite.
quasiment parfaite. Et en fait, la majorité de ce qu'on apprend, c'est oublier le prochain jour. C'est comme moi avec mon agenda, mon emploi de temps. On trouve assez peu de généralisation. Donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est très spécifique aux tâches dans lesquelles on s'est engagé. Donc, c'est une vision de l'apprentissage motrice comme un phénomène très local, rapide et peu généralisable. Je pense que quand on compare ça avec l'apprentissage qui sous-tend par exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique, j'ai du mal à imaginer que le processus est le même. En fait, on voit que comme chiffre habituel, on dit qu'on a besoin de 10 000 heures d'apprentissage pour savoir vraiment jouer de l'instrument de musique. Et donc, ça demande beaucoup plus d'implication que juste quelques essais d'un jour à l'autre. Et donc, la vision qui sous-tend les études que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'idée de donner au système moteur une tâche qui soit plus challenging, non? Qui soit un défi plus grand, qui soit un défi plus grand, et on va voir est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles choses sur comment le système moteur résout cette tâche. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de trois volets. Le premier volet, c'est je vais étudier comment on apprend des cartes sensorimotrices. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par des cartes sensorimotrices. Et donc, on va voir comment on peut étudier en utilisant un paradigme que j'ai monté. Et on va pouvoir utiliser ce paradigme pour poser des questions sur la base neuronale de cet apprentissage et les bases neurochimiques de cet apprentissage. Et finalement, j'aimerais explorer aussi un peu des questions plus développementales, on pourra dire. Est-ce qu'on peut voir si l'apprentissage de la musique dépend de la phase dans la vie dans laquelle on s'y engage? Voilà, donc, vaste programme, on y va tranquillement. Donc, je vais vous présenter un paradigme pour étudier l'apprentissage des cartes sensorimotrices. Qu'est-ce que c'est les cartes sensorimotrices? Essentiellement, les cartes sensorimotrices, c'est les liens que le cerveau apprend pour connecter les mouvements, donc les commandes motrices envoyées par le cerveau au corps, à des effets sensoriels de ces mouvements. Par exemple, quand moi je veux dire « A », c'est mon cerveau, en fait, qui envoie une commande motrice au système vocal et le muscle qui s'active dans un pattern particulier qui fait en sorte que le son qui est généré, c'est le son A. Vous voyez? Et quand je veux dire « et », ben, là, mon cerveau envoie une autre commande motrice qui est de nouveau implémentée par le système vocal et le résultat, c'est le son « et ». Ouais. Et vu que A et E ne sont pas égales, c'est des sons différents, c'est des commandes motrices aussi différentes que le cerveau doit apprendre. Donc, le cerveau doit apprendre, bon, cette commande motrice quelconque, ça mène à A, et une autre commande motrice, ça mène à E. Ouais. Et bon, là, vous pouvez dire, mais oui, mais on sait dire A, on sait dire et, vous voyez, on le sait tous ici, je m'imagine. Et donc, la question, c'est oui, mais comment on a appris ça? Vous voyez, comment on a appris ces liens entre les commandes motrices et les effets sensoriels? Et ça, c'est une question importante parce que c'est la base de l'apprentissage de la parole. C'est la base de savoir se servir de ce système vocal. Et c'est aussi la base de l'apprentissage d'un instrument de musique, par exemple. Parce que dans l'instrument de musique, on a le même défi, le même problème à résoudre. Quel mouvement faire pour avoir le son que j'aimerais créer pour pouvoir créer cette symphonie de la musique qu'on aimerait avoir. Oui? Donc, c'est en fait un apprentissage qui doit se faire dans plein de différents domaines dans lesquels on exécute des mouvements pour avoir des résultats sensoriels.
Donc, comment on apprend ça? En fait, dans la littérature de l'apprentissage motrice, on utilise un paradigme qui s'appelle l'adaptation sensorimotrice. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Essentiellement, c'est le processus pendant lequel on adapte nos mouvements à des changements dans l'environnement. Ouais. Donc, vous pouvez y penser, comme par exemple l'adaptation en utilisant des prismes. Je ne sais pas si vous connaissez le truc. C'est, en fait, récemment, je suis allé grimper avec un ami et il y a, donc les gens, vous voyez, les gens qui sont en bas, pour ne pas regarder en haut tout le temps, ils ont des lunettes avec des prismes. Donc, en fait, ils regardent de droite, mais en fait, ils voient en haut. Vous voyez, c'est pour le prisme. Donc, c'est des prismes qui font ça, c'est super rigolo. Et en fait, c'est un peu marrant parce que j'étais en train de parler avec le mec et je ne savais pas qu'il ne me voyait pas. Vous voyez, parce qu'il regardait droit à moi, je me dis, bah, ouais, mais en fait, il ne me voyait pas. Il voyait la personne en haut plutôt, ce qui était beaucoup plus intéressant pour moi, naturellement. Donc, vous voyez, ça, en fait, pour s'adapter à ça, il faut que le système moteur s'adapte à ça. Vous voyez, parce que si donc on voit dans nos lunettes, en fait, on voit quelque chose droit devant nous et on veut, par exemple, l'attraper. Hein, donc, on a, je sais pas, je veux attraper le truc ici, je le vois droit devant moi, ben, je bouge mon bras pour aller l'échapper. Mais si c'est, en fait, je regarde dans des lunettes de prisme et je vois le truc là devant moi et je vais essayer de le capter, ben, là, je ne vais pas le capter parce qu'en fait, il se trouve en haut. Oui, parce que c'est transformé. Donc, ça, c'est un truc super rigolo. Vous pouvez le faire dans des laboratoires et ça s'appelle donc l'adaptation. Et on trouve que si on met des gens dans des situations comme ça, donc pas forcément avec des vraies lunettes, mais ça peut aussi se faire avec des ordinateurs, par exemple, qui déplacent le champ visuel vers un autre, par exemple, en utilisant une rotation ou quelque chose de ce genre. Ce qu'on trouve, c'est que les gens sont capables à adapter leur mouvement au fil du temps. Vous voyez? Si je parle trop vite, d'ailleurs, n'hésitez pas de m'arrêter parce que quand je m'excite sur une chose, c'est à parler trop vite. Donc, l'idée, c'est que cet apprentissage, ça se passe par un processus de correction d'erreur. OK. Qu'est-ce que c'est la correction d'erreur? L'idée, c'est que, en fait, le système moteur détecte l'erreur dans nos mouvements et il va corriger une proportion de cette erreur. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi de vous expliquer ça en utilisant l'exemple favori de l'armée américaine. Donc, c'était en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le porte-avions de l'armée américaine qui se trouvait quelque part ici, disons. Et ensuite, il y avait un président à l'époque, je ne me souviens plus c'était qui était un peu fâché contre le président de Corée, un chose comme ça. Et donc, il a dit, on va vous envoyer une armade. Donc, il a dit, voilà. Donc, vous voyez, donc, il y avait un trajectoire qui était le résultat ciblé, si vous voulez, ou désiré, au moins selon quelques gens. Et donc, vous voyez, ça, c'était la trajectoire qui était ciblée. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, le trajectoire réel, c'était un peu différent de ça. Et donc, tout d'un coup, tout cet porte-avions se trouvait dans les Philippines, comme ça. Ce qui était probablement mieux, mais bon, vous voyez, c'est donc la différence entre le résultat ciblé et le résultat actuel. Vous voyez? Et cette différence entre le résultat ciblé et le résultat actuel, en mathématiques, on appelle ça l'erreur. Ouais? Et Trump l'a appelé différemment, mais nous, on appelle ça erreur. Ouais? Et je ne sais pas j'espère qu'il n'y a pas des gens qui votent pour Trump qui sont fâchés, mais bon. Donc, vous voyez, cette erreur-là, donc l'idée, c'est que c'est ça qu'on veut réduire. Et dans le modèle de cet apprentissage par adaptation, en fait, on réduit cette erreur, une proportion de cette erreur. Parce que si on le corrige complètement, on va aussi corriger pour le bruit qui est inhérent dans les systèmes visuels et les systèmes motrices. Ouais? Donc, c'est grosso modo ça l'idée. Et effectivement, si on utilise ce processus, on va réduire l'erreur et les mouvements vont de plus en plus se rejoindre à le mouvement ciblé. Vous voyez? Donc, les mouvements vont être de plus en plus corrects. Alors, mathématiquement, et ça entre parenthèses, ça c'est le seul
équation que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous avez survécu à ça, vous avez fait bien. Donc, mathématiquement, c'est essentiellement ça. C'est le mouvement sur l'essai prochain, c'est le mouvement à l'essai précédent, plus un facteur de correction multiplié par l'erreur. Bon, essentiellement, c'est juste ce que je viens de montrer. Et donc, on a besoin de deux choses. Essentiellement, on a besoin d'informations antérieures, c'est-à-dire des priors, parce que, vous voyez, pour chaque essai, on a besoin de l'information a priori sur le mouvement précédent. Deuxièmement, on a besoin d'une erreur. Vous voyez, on a besoin d'un signal d'erreur pour informer ce processus d'apprentissage. Donc, si on n'a pas de signal d'erreur, on ne devrait pas être capable d'apprendre. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, on peut avoir l'apprentissage motrice sans ces deux conditions-là. Comment? Alors, nous, on a utilisé avec David Ostry à l'Université de McGill, on a monté un paradigme rigolo dans lequel, en fait, les gens ont fait des mouvements de bras en tenant en main un robot de mouvement. C'est encore plus excitant que ça semble. C'est donc, vous voyez, vous avez ici un bras de robot qui est capable de bouger le bras du participant, mais aussi de mesurer très précisément le mouvement de bras du sujet. Pendant tout ce temps-là, en fait, on présente des sons aux participants avec l'idée de leur faire apprendre le lien entre le mouvement et le son. OK. Donc, pour vous montrer ce paradigme-là, je vais vous montrer en fait, une image capturée en haut sur le plan donc ici, vous voyez le plan horizontal. Et les participants, en fait, commencent au centre de cet espace et ils font des mouvements vers des points situés sur un demi-cercle devant eux, vous voyez, dans l'espace. Donc ici, on voit ça en haut. Les participants eux-mêmes ne voient pas leurs bras, d'ailleurs, c'est vraiment tout dans le noir. Et en fait, chaque position sur le cercle est associée à un son. Je vais vous expliquer cette association plus tard. Pour maintenant, c'est juste important de savoir que de différentes positions sont associées à de différents mouvements. OK. Et ce n'est pas que les sons, en fait, sont localisés dans l'espace. Vous voyez, ce n'est pas qu'on entend que, ah oui, ce son vient de gauche, vient de droite. Non, en fait, ils venaient tous de la même position dans l'espace et c'était un son différent selon les différentes positions sur le cercle. Donc, comment ça se passait? J'ai une petite vidéo et j'espère que aussi ceux qui suivent par Internet peuvent entendre les sons. Donc, l'apprentissage de mapping audiomotrice. Donc, en fait, les gens sont capables ils font des mouvements de la position centrale vers des points sur le cercle. Donc, ici, par exemple, je vais juste faire le replay. Donc, cette personne commence un mouvement vers cette position vers la gauche. Une fois qu'il est arrivé, il arrive un son qui maintenant n'arrive pas. Donc là, on avait un son. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être pas super important. OK, je vais juste. Peut-être ceux par le Zoom entendent ce son et nous, non. Donc, vous pouvez imaginer qu'à ce point-là, donc, il y avait un son, comme quelque chose qui sortait comme ça. Et le participant retourne au centre et il peut maintenant bouger vers un autre son. Ici, par exemple, et obtient un autre son. Ouais. Maintenant, pour rendre ça un peu plus intéressant, en fait, on va donner des sons cibles aux participants. Ouais. Donc, on leur dit, OK, maintenant c'est bon, on va vous demander de créer ce son-là. OK. Et maintenant, le sujet dit, comment? Et vous dites, c'est à vous, en fait, de trouver comment faire. Donc, le participant obtient un son cible, par exemple, et il bouge. Il obtient un son cible, par exemple. Oui. Voilà, je vais peut-être faire des cours de chant pour faire des meilleurs sons. Et voilà, c'est comme ça. Et donc après, il retourne vers le centre. Et là, en fait, le participant retrouve devant un problème assez intéressant. C'est qu'est-ce qu'on peut changer dans le mouvement
maintenant qu'on a entendu que le son cible n'était pas le son de feedback. En fait, quand on n'a aucune autre information, on ne devrait pas être capable de savoir qu'est-ce qu'on doit changer dans le mouvement pour le rendre plus proche au son cible. Ouais. Donc, en fait, l'apprentissage classique en utilisant le modèle de correction d'erreur ne devrait pas fonctionner ici dans cette situation. Et en fait, on va le rendre encore pire pour les participants. En fait, pour le prochain mouvement, on va leur donner un autre cible. Vous voyez, donc maintenant, ils reçoivent un autre cible et on leur demande d'aller faire ce son-là. Donc, ils font ceci et ils obtiennent par exemple le purr et pas non plus correct, par exemple. Et parfois aussi, peut-être on leur donne un cible et ils font c'était assez proche, ouais. Et donc, ainsi de suite, on leur donne un cible, son feedback. Et avant que je perde ma voix, je vais arrêter de vous donner des exemples comme ça. Donc, grosso modo, c'était ça le paradigme de l'apprentissage de audiomotrice, disons. Donc, le sujet se trouve devant un problème d'apprentissage assez intéressant, surtout aux premiers essais. Donc, imaginez-vous qu'on a fait un mouvement et on se rend compte que le son de retour n'est pas égal au son de cible. En fait, à ce moment-là, on n'a pas d'autres informations qu'on pourrait utiliser pour améliorer notre mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on doit explorer. Ouais. Et en plus, le fait que le son cible est différent à chaque essai, ça devrait aussi empêcher d'utiliser la correction d'erreur parce que la correction d'erreur corrige des mouvements vers la même cible. Oui. Donc, en fait, quand on a pensé de cette idée-là dans notre fauteuil, on a pensé que quasiment ça ne devrait pas être quelque chose qu'on pourrait apprendre. Mais en fait, les participants nous ont surpris. Voici, ici vous ne voyez encore rien, c'est parce que je vais vous expliquer les axes d'avant. Donc, ici, les courbes d'apprentissage. Donc, ici, le horizontal, c'est le temps, donc l'essai dans le temps. C'est sur une seule session d'environ 45 minutes. Et sur l'axe vertical, je plotte l'erreur, c'est-à-dire la différence entre le son cible ou la position correspondant au son cible et la position vers laquelle le participant a bougé. Et ce qu'on trouve, c'est que effectivement, cette erreur diminue au cours du temps. Donc, en fait, les participants ont été montrés capables d'apprendre des nouveaux cartes sensorimotrices de cette façon-là. Et on a trouvé que vers la fin de la première journée, il y avait encore des erreurs quand même considérables. Oui? Ici, c'est exprimé en radians, mais donc là, on parle d'une différence entre les sons cibles et les sons et les mouvements indiqués de genre au moins 20-25 degrés. Donc, quand même considérable. C'est pour ça qu'en fait, on a testé les gens au cours de un mois environ, juste 3 personnes parce que c'était quand même un travail considérable. Donc, ils sont revenus pendant un mois de faire cet apprentissage dans le laboratoire. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, leur apprentissage continuait au cours du temps et continuait à s'améliorer au fil du temps. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre parce que voilà, ça me gêne un peu. Donc, ça nous a persuadé que c'était effectivement un paradigme intéressant parce que ça montrait l'apprentissage dans des conditions intéressantes et ça montrait aussi une potentialité de continuer à apprendre à devenir plus précis, même au fil d'une exposition quand même considérable pendant un mois. Donc, juste quelques mots par rapport à que sont ces sons, parce que je n'ai pas à vous expliquer qu'est-ce que c'était. En fait, c'était des sons qui, vous n'avez pas entendu, mais si vous l'auriez entendu, vous auriez entendu, en fait, 3 sons purs, c'est-à-dire des ondes de sinus, qui sont présentés tous ensemble et ils font un type d'accord musical. Donc, les 3 sons ensemble
genre combinés dans un percept unique. Et la fréquence de ces sons varie systématiquement selon la position sur le cercle. Ouais. Donc, et ça, c'était défini de cette façon-là. Donc, la position ici, c'était mappé vers cette configuration de fréquence. Donc, vous voyez que la première fréquence ne changeait pas. La deuxième fréquence, en fait, diminuait la fréquence quand on bougeait de la gauche vers la droite, et l'autre augmentait. Ça faisait en fait que la hauteur moyenne de tous ces trois était constante sur l'espace, parce qu'un augmentait et un autre diminuait. Donc, ça faisait un mapping, une carte sensorimotrice non triviale, parce qu'on sait de la condition musicale que les gens ont déjà des informations prérequises sur les mappings sur la hauteur vers l'espace. Donc, ce n'est pas ça qui était en jeu ici. Et les sons n'étaient pas localisés dans l'espace, comme j'ai déjà expliqué. Donc, une première question qui nous a intéressé, OK, mais donc, on a voulu créer cette tâche pour éviter que les gens aient des informations prérequises, mais est-ce que c'est quand même possible qu'ils en avaient? Pour en fait investiguer ça, on avait fait le raisonnement suivant. Si donc si les gens ont des informations prérequises sur comment les sons sont associés à l'espace, alors ils devraient faire des mouvements similaires vers des sons similaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un ensemble de sons qui est partagé uniformément dans l'espace, indiqué avec les flèches ici. Et donc, je vais juste les nommer de 0 jusqu'à 9. Et on a regardé, est-ce qu'on a présenté tous ces mouvements deux fois, en fait. Donc, une première fois, on montre ces sons-là dans un ordre aléatoire, et on demandait aux participants de bouger vers la position où ils pensaient que ce son devrait se localiser dans l'espace. Et on présentait tous ces sons de cette façon-là, et ensuite, une deuxième fois, on présentait les mêmes sons. Et donc, ensuite, on regarde la différence dans les mouvements. Donc, c'est-à-dire, si ça, c'est un mouvement, par exemple, vers le centre, du centre vers un point sur le cercle, et on a un deuxième mouvement, on peut tout simplement quantifier la différence entre ces deux mouvements comme la distance entre les points finaux de ce mouvement. Donc, très simple, ça nous a permis d'avoir donc une métrique de différence. Et on peut créer une tabelle, si vous voulez, où sur le X, vous avez la première présentation du son, et sur l'Y, la deuxième présentation du son. Et chaque cellule correspond à la différence entre les deux mouvements correspondant à ces deux sons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, par exemple, cette cellule-là, ça pourrait être le mouvement la différence entre les mouvements vers le deuxième son et le quatrième son, par exemple. Oui? Et des éléments diagonales correspondent donc à des mouvements vers le même son présenté la première fois et la deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, on peut créer des hypothèses en fait sur le comportement des participants. Donc, si les participants ont des informations prérequises, comme par exemple une carte sensorimotrice préacquise qui pourrait être arbitraire, mais quand même préacquis, il se devrait que les mouvements vers les mêmes cibles devraient être plus similaires les unes à les autres que deux mouvements vers des cibles différentes. Autrement dit, on devrait avoir un pattern d'une matrice diagonale ici ou quelque chose qui ressemble à ça. Si par contre les gens n'ont pas d'informations prérequises, on s'attend qu'en fait on retrouve une matrice avec une distribution plus uniforme des distances entre les mouvements. Donc en particulier pas de structure diagonale. Qu'est-ce qu'on trouvait? En fait, non, pas de structure dans cette matrice. On ne voit pas de diagonale apparaître. Ici, la couleur indique la différence entre les deux mouvements. Donc, on ne voit pas d'évidence pour une carte préacquise. OK, mais ça, c'était avant l'expérience.
après l'apprentissage, est-ce qu'en fait, on trouve cette pattern qu'on pense de trouver? Oui, en fait, ça se trouve maintenant après l'apprentissage. Vous voyez très clairement apparaître une structure dans laquelle des mouvements vers des sons similaires sont eux-mêmes plus similaires. Et ça peut se quantifier aussi avec la comparaison des éléments diagonaux de cette matrice vers des éléments non diagonaux. Et on trouve donc que cette structure n'existe pas avant et existe après l'apprentissage. Donc, je vous ai présenté donc un paradigme pour étudier l'apprentissage des cartes sensorimotrices, en particulier en créant des liens entre le mouvement et le son. Et on a montré que cet apprentissage, effectivement, est difficile, mais réaliste, c'est faisable. Et c'est un apprentissage qui ne part pas des informations prérequises. Oui, mais est-ce que les participants utilisent des cibles comme on aurait prédit à partir de l'apprentissage de l'adaptation? Donc, pour étudier ça, en fait, on a fait la chose la plus banale possible. C'était on s'amusait bien à faire des choses banales. En fait, on a tout simplement contrasté des gens qui ont fait cet apprentissage avec cible, comme je vous ai montré avant, et un deuxième groupe qui a été exposé aux exactement les mêmes stimuli, mais sans des sons cibles. Ouais? Donc, à chaque fois, on leur demandait, vous bougez vers où vous voulez, c'est complètement libre. Donc, c'est vraiment un apprentissage par exploration. Et on leur a testé avant et après cet apprentissage avec des sons cibles, mais sans retour. Donc, ça ne leur a pas permis d'apprendre à partir de ces sons cibles. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a quantifié la quantité de l'apprentissage? C'est que la vaste majorité de l'apprentissage était présente aussi dans cette condition sensible. C'est-à-dire que c'est peu probable que les gens utilisaient des cibles pour leur apprentissage. Probablement, ils utilisaient des autres processus pour apprendre la correspondance entre les mouvements et les sons. Ensuite, on s'est amusé aussi à voir mais quel type de cartes est-ce qu'on peut apprendre? Parce qu'on pensait que probablement des correspondances plus compliquées entre les mouvements et les sons sont plus difficiles à apprendre. Et en fait, on a créé par exemple des cartes. Je vais juste sauter un peu les détails puisque c'est moins intéressant pour ici. Mais essentiellement, l'idée, c'était qu'on créait des cartes dans lesquelles la correspondance entre les sons et les mouvements était non homomorphe, ce qui était une propriété mathématique des cartes, qui fait que ici on a créé des mappings dans lesquels deux mouvements très similaires peuvent quand même avoir deux sons très différents. Ouais. Et donc, on avait hypothétisé que c'était difficile à apprendre. Et comme avec la majorité de nos hypothèses, ça semblait être faux parce qu'en fait, les gens ont montré l'apprentissage aussi de ces cartes, même si probablement un peu moins que l'apprentissage avec des mappings plus habituels, plus conventionnels. Donc, on a vu que avec ce paradigme, on peut donc étudier l'apprentissage des cartes sensorimotrices et cet apprentissage peut se faire aussi sensible et même avec des cartes assez étonnantes en termes de complexité. Et donc, vu que cet apprentissage se passe sensible, on y pense comme un processus d'exploration plus qu'un apprentissage par correction des erreurs. Donc, la deuxième partie de cette présentation, j'aimerais me focaliser sur les bases neuronales et en particulier les bases neurochimiques de cet apprentissage, puisque donc, on a identifié que c'est un paradigme qui permet d'étudier l'apprentissage. Mais comment le cerveau fait cet apprentissage? Et en fait, on s'est intéressé aux mécanismes sous-jacents. Donc, dans l'apprentissage, on a essentiellement les
la théorie sur l'apprentissage postule que l'apprentissage est permis par un type d'interaction entre des processus excitatoires et inhibitoires. Donc, le processus d'excitation est essentiellement guidé par le glutamate et le processus inhibitoire dominé par le GABA. Donc, le GABA, c'est le gamma-aminobutyrique, l'acide aminobutyrique, et voici la structure chimique. Et c'est un neurotransmetteur essentiellement inhibitoire, prédominamment inhibitoire. Vous pouvez l'apprendre aussi, comme par exemple en tant que supplément de nourriture alimentaire, mais c'est un peu douteux parce que on n'a pas d'évidence que le GABA peut traverser la barrière entre le sang et le cerveau. Mais voilà, si ça vous amuse, je ne vous empêche pas de vous en servir. Donc, l'idée, en fait, derrière ça, c'est encore un peu compris, mais globalement, on pense à des modèles un peu comme celle-ci. Donc, ici, vous voyez un ensemble de neurones et vous voyez des neurones pyramidales, que vous connaissez peut-être un peu pour Manuel, qui sont essentiellement glutamatergiques et qui interagissent avec des interneurones qui sont inhibitoires et qui utilisent le GABAergique. Et l'idée, c'est d'étudier comment cette activité excitatoire, donc excitatory, et inhibitoire varie au cours de différentes stimulation aux différentes tâches. Donc, par exemple, on peut y penser comme quand il n'y a pas de stimulation, qu'il y a une certaine homéostase entre ces processus qui peut être représenté par une certaine balance, un certain équilibre entre le processus d'excitation essentiellement implémenté par le glutamate et les processus inhibitoires de GABA. Quand on présente un stimulus, l'idée c'est qu'on peut avoir plus d'activités excitatrices synaptiques, ici représentées par des petits plus, et ça fait en sorte qu'on a un petit mouvement vers des processus une plus grande composante excitatoire que inhibitoire. Donc, en particulier ici, c'est le côté inhibitoire de GABA qui nous intéresse, puisque ça, c'est, en fait, il y a deux grandes écoles de pensée sur le rôle de GABA dans l'apprentissage. Désolé si vous connaissez déjà tout ça, mais je vais quand même vous présenter. En fait, il y a une première idée sur le rôle de GABA dans l'apprentissage, qui est que en fait, le GABA va diminuer au cours de l'apprentissage pour permettre la plasticité et permettre l'apprentissage. Donc, quand vous avez moins de GABA, vous avez, si je simplifie un peu, vous avez moins de GABA, moins d'inhibition, donc plus de capacité pour le circuit neuronal d'apprendre à recevoir de nouvelles informations. Donc ça, c'est la première école de pensée. La deuxième école de pensée, c'est en fait plus quasiment l'inverse, c'est non, le GABA en fait va augmenter pendant l'apprentissage et surtout vers la fin de l'apprentissage pour permettre la stabilisation de ce qu'on apprend. Vous voyez, parce que quand on apprend une nouvelle chose, oui, c'est bien de recevoir l'information au début, mais ensuite, il faut éviter que cette information soit perdue. Et donc, on utilise le GABA en fait pour l'augmenter l'inhibition vers la fin de l'apprentissage pour permettre à l'information acquise à rester dans les circuits et ne pas le perdre. Donc, grosso modo, ce sont ces deux écoles qui ne sont pas forcément exclusives non plus, mais voilà donc deux idées sur le rôle de GABA dans l'apprentissage. Donc, nous, c'est-à-dire David avec Julien Doyon et Jamie Meir, nous sont intéressés à la question comment ces processus de GABA et d'inhibition jouent dans l'apprentissage des cartes sensorimotrices. Donc, d'abord, il y avait un défi méthodologique, c'était d'adapter la tâche que je vous viens de présenter pour que les participants puissent le faire à l'intérieur d'un scanner MR.
donc de résonance magnétique. Donc ça, c'est le même scanner, la même machine qui fait l'IRMF aussi, mais nous, on a programmé, c'est-à-dire nous, je dis Jamie Neer, qui était l'ingénieur qui savait, les physiciens qui savaient faire ça, pas moi. On a donc utilisé une autre séquence sur cette scanner qui permettait de faire des acquisitions de la spectroscopie. Je vais vous montrer par la suite. Mais donc, d'abord, on a adapté la tâche, le sujet. On fait des mouvements avec un petit joystick dans le scanner qui nous a permis de faire des acquisitions de l'activation cérébrale pendant que le participant faisait la tâche et avant et après. Ouais. On a pu s'assurer qu'effectivement, on retrouve le même genre d'apprentissage comme on a vu dans le robot en dehors du scanner. Donc, c'était efficace comme adaptation. Les mouvements eux-mêmes étaient un peu plus bruités, mais voilà, nothing is perfect. Donc, on s'est intéressé à l'hypothèse que donc, on s'est dit, si le GABA est impliqué dans l'apprentissage, on devrait trouver que le changement de GABA devrait être corrélé avec la quantité de l'apprentissage. C'est-à-dire, plus que les gens apprennent, plus qu'il devrait y avoir un changement de GABA. Comment mesurer le GABA? Donc, avec la méthode qu'on a utilisée ici, c'est la spectroscopie en utilisant des résonances magnétiques, la Functional Magnetic Resonance Spectroscopy. Et l'idée, c'est qu'en fait, ici à l'époque, on pouvait juste mettre un grand voxel quelque part dans le cerveau. Et donc, ici, vous voyez le voxel à travers le sujet. Donc, on est arrivé plus ou moins le mettre dans le cortex motrice primaire gauche, puisque les gens faisaient les mouvements avec le bras droite. Dans cette voxel, en fait, on peut obtenir des spectres de cette façon-là. Et je vais juste sauter les détails sur qu'est-ce que représentent ces spectres, pour la simple raison que moi, j'ai aucune idée, en fait, qu'est-ce que c'est. Mais vous pouvez demander à Jamie Neer, il saura vous expliquer. Il m'a expliqué plusieurs reprises, en fait, et à chaque fois, c'est comme ah oui, je comprends. Et genre, 5 minutes plus tard, je dois l'expliquer à quelqu'un d'autre, et je ne sais plus, en fait, c'était which the proton was this one. Anyway, donc, voilà. Grosso modo, si vous voulez savoir, allez chercher sur Wikipédia. Donc, essentiellement, l'idée, c'est que, vous voyez donc un spectre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sait que les différentes substances qui peuvent se trouver dans la matière cérébrale dans cette voxel, ils ont une signature spectrale différente. Ouais? Donc ici, plein de différentes substances, parmi les différentes substances qu'on pourrait trouver, et chacun, vous voyez, a une signature spectrale différente. Donc, vous voyez par exemple ici le GABA, vous voyez, ça a ce petit onde ici, ce petit onde ici, ce petit onde ici. Il y a plein d'autres substances, neurotransmetteurs, métaboliques, etc., qui ont des signatures différentes. Et donc, on a une procédure analytique de décomposition, en fait, de ce spectre complexe en une combinaison linéaire de toutes ces substances. Et ça nous donne des coefficients qui correspondent, grosso modo, à la concentration de cette substance particulière dans cette zone du cerveau pour ce sujet-là. Oui? Donc, essentiellement, c'est ça. Ça nous permet de mesurer la concentration de substances dans le cerveau. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais juste sauter les autres substances, même si c'est intéressant aussi. Pour le GABA, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que ici, vous voyez la zone colorée, ça correspond à la moyenne plus ou moins le erreur type. Et vous voyez que ça monte au cours du temps. À partir de baseline, ça monte jusqu'à entre 10 et 20% d'augmentation de GABA pendant l'apprentissage. Donc, ça, c'était une première chose, mais ça ne nous garantit pas que le GABA est impliqué dans l'apprentissage, parce que ça pourrait juste être lié, par exemple, à l'exécution de mouvements ou des autres choses. Par contre, pour donc demander est-ce que c'était lié à l'apprentissage, on a calculé la corrélation entre la quantité d'apprentissage d'un sujet et le changement de GABA de ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'effectivement, il y avait cette corrélation. Donc, les participants qui apprenaient davantage, qui sont à gauche,
avaient une plus grande augmentation de niveau de GABA par rapport à ceux qui apprenaient moins. Et donc, il y avait une corrélation négative qui liait le GABA à l'apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'était notre premier résultat. Ensuite, on s'est dit, oui, mais comment ça se lie avec des mesures plus classiques de la réorganisation cérébrale. Donc, on s'est intéressé à la connectivité cérébrale. Qu'est-ce que c'est? En fait, la connectivité cérébrale, ici, c'était calculé avec le IRMF, donc maintenant le signal BOLD, puisque le sujet était déjà dans le scanner, et le scanner peut aussi faire l'IRMF. Et donc, on a fait des mesures pendant l'état de repos, de resting state. Et pendant le resting state, en fait, essentiellement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pour chaque voxel dans le cerveau, on obtient un parcours temporel de l'activité dans cette zone du cerveau. Donc, vous voyez ici, par exemple, ici, ça pourrait être le parcours temporel qui indique donc des activations et des désactivations au cours du temps. Donc, on le fait pour une zone A, par exemple, pour une zone B, pour une zone C. Ensuite, ça nous permet de calculer la connectivité cérébrale en tant que corrélation entre ces parcours temporels dans ces deux zones. Donc, plus que ces deux parcours temporels se ressemblent, plus qu'on va dire que ces zones sont connectées fonctionnellement. Oui. Et donc ici, qu'est-ce qui nous intéressait? Ce qui nous intéressait, ce n'était pas la connectivité fonctionnelle en tant que telle, mais plutôt le changement de connectivité fonctionnelle avant et après l'apprentissage, pour savoir quelles zones étaient impliquées dans l'apprentissage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la connectivité entre le cortex primaire à gauche, là où se trouvait aussi la mesure de spectroscopie, avec toutes les autres zones du cerveau. Et on regardait où est-ce qu'il y a un changement de connectivité après l'apprentissage par rapport à avant. Et on trouvait cette zone ici dans le cortex pariétal où la connectivité était plus grande après l'apprentissage par rapport à avant. Et ça, de nouveau, ça ne nous indique pas que c'est impliqué dans l'apprentissage en elle-même. C'est pour ça qu'on avait besoin de valider est-ce que c'est aussi corrélé avec la quantité de l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que ceux qui apprennent davantage ont une plus grande augmentation de la connectivité cérébrale. Et oui, c'était le cas, effectivement. En fait, c'est l'autre chose que je suis en train de montrer. Ici, c'est corrélé avec le changement de GABA, mais le changement de GABA, en fait, aussi était corrélé avec l'apprentissage comportemental. Et on trouve que ces deux sont liés à le changement dans la connectivité cérébrale. Donc, essentiellement, on a trouvé ici trois phénomènes qui étaient liés. On trouve l'apprentissage au niveau comportemental qui est corrélé avec l'apprentissage, le changement dans la connectivité cérébrale entre le cortex primaire moteur et cette zone dans le cortex pariétal, qui était lié à l'augmentation de GABA, toujours mesurée dans cette cortex primaire gauche. Ce qui donc suggère que tous ces processus sont liés et permettent d'apprendre des cartes sensorimotrices. Voilà, naturellement, ça c'est une première étape et il reste énormément de questions à se poser sur ça. Et quelle est l'interprétation? Donc, essentiellement, vu que le GABA augmente, ça nous mène plus vers une image où le GABA devrait servir à stabiliser l'information acquise dans l'apprentissage des cartes sensorimotrices. Donc, un premier élément de réponse pour cette question sur la base neurochimique, c'est que les apprentissages comportementaux sont liés à une augmentation de GABA qui était liée également à une augmentation de connectivité cérébrale. Alors, donc, une critique qu'on a souvent entendue quand on a présenté ces travaux-là, c'est que oui, mais en fait, là, vous étudiez des adultes et typiquement, ce type d'apprentissage des cartes sensorimotrices, c'est plus quelque chose qui se fait lors de l'enfance. Par exemple, le système vocal
l'apprentissage lié à ce système est pensé de se passer pendant la première année de vie à travers un processus d'exploration. Par exemple, les enfants de ma sœur, ils passent des heures à faire oui, oui, oui. Et l'idée, c'est que cette babbling, ça sert à cet apprentissage justement des cartes sensorimotrices. Et nous, on a voulu imiter ce processus de mouvement, ce processus d'apprentissage chez les adultes, mais probablement ça se passe pendant l'enfance. Alors, nous, on n'a pas testé ça, cet apprentissage des cartes sensorimotrices chez l'enfant. En fait, on a utilisé un peu une façon assez indirecte. Donc, c'est un peu différent que notre approche et ce n'est pas pour répondre exactement à cette question. Mais en fait, ça nous a intéressé comment cet apprentissage cet apprentissage pour la musique peut varier selon la phase dans notre vie. Et ici, on a utilisé de l'apprentissage de jouer le piano, juste parce qu'on n'avait pas le temps de faire apprendre des gens des cartes sensorimotrices et ensuite attendre des décennies pour qu'ils sont plus âgés que 18 ans pour qu'on puisse avoir l'approbation éthique pour les tester. Voilà. Donc on a fait la flemme. Mais on a fait une super belle équipe de Carl Hartmann et Eckhard Altenmüller de Hanovre et Daniel Margolis, un spécialiste sur la connectivité fonctionnelle au repos. Et donc nous, on s'intéressait à l'idée que l'apprentissage, en particulier la musique, peut varier, peut avoir des effets différents selon les différents moments dans notre vie. Donc ça, c'est l'idée des périodes sensibles, des sensitive or critical periods. Donc l'idée, c'est que, oui, naturellement, on peut apprendre des tâches sensorimotrices pendant toute notre vie, ça c'est bien évident, mais l'idée c'est que l'apprentissage est plus efficace ou plus fort pendant certaines périodes, souvent plus tôt dans la vie. Et ça s'est montré pour le système visuel, par exemple, chez la recherche, même au sein de notre département, par exemple, de Franco Leporret, qui a regardé ça pour le système visuel. Mais on peut également poser des questions similaires pour l'apprentissage de la musique. Donc, l'idée, c'est que quand on apprend plus tôt dans notre vie, dans des périodes sensibles comme ça, on peut obtenir de plus grandes expertises pour la même quantité d'apprentissage. Ouais? Donc, la même quantité d'heures passées à l'instrument donne une plus grande expertise qui est reflétée aussi dans un plus grand impact sur la structure et la fonction du cerveau. Et ça a été déjà montré lors de nombreuses études, en particulier ici à Montréal. On a une équipe très forte qui travaille là-dessus, dirigée par Virginia Penguel. Et de super belles études, comme par exemple celle-ci, un grand classique qui montrait que la connectivité de corpus callosum qui connecte les deux hémisphères, c'était beaucoup plus prononcé pour ceux qui apprenaient à jouer d'un instrument de musique dans leur enfance tôt que ceux qui apprenaient la même chose, mais plus tard dans la vie. Ce qui est moins clair, c'est quel est l'impact de tout ça, de cet apprentissage tôt ou tard sur les réseaux fonctionnels de notre cerveau. Donc, d'où notre étude. Donc, nous, on s'est intéressé aussi à cet apprentissage tôt dans la vie ou tard dans la vie. Donc, on a recruté un échantillon des pianistes dont 21 étaient formés tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 7 ans. Je ne sais pas vous, mais moi, à l'âge de 7 ans, je ne savais même pas que ça existait, des instruments de musique. Mais eux, ils étaient déjà en train de devenir des Mozart. Et 15 appris tard, donc après l'âge de 7 ans. Et on avait un groupe de contrôle aussi des non-musiciens. Et tout ça, c'était équilibré, balancé pour le genre, pour le sexe, etc., pour l'âge. Et en particulier, c'est important aussi pour le nombre cumulatif des heures passées avec l'instrument. Parce que, oui, il faut découpler ces deux processus. Et donc, on s'est intéressé, OK, donc quel est l'effet de cet apprentissage tôt ou tard à l'expertise de
de ces pianistes. Et donc, on a mesuré les pianistes en utilisant une tâche comportementale de jouer des gammes, en fait. Et ce qu'on trouve, c'est que les pianistes ne sont jamais exactement réguliers dans le temps. En fait, il y a des petites déviations. Et pour certains pianistes, ces déviations sont plus grandes, pour d'autres, sont plus petites. Et donc, on va considérer que ceux qui ont donc plus de meilleure qualité de contrôle moteur sur l'instrument, ils sont capables à à jouer des gammes avec plus de régularité. Donc, on regardait la variation essentiellement dans le temps. Et ça a été ce lien entre l'apprentissage tôt et tard et l'expertise était déjà montré en fait sur des différentes études avec des différentes tâches aussi. Et donc nous, on s'intéressait à la connectivité cérébrale, donc de nouveau avec la mesure que je viens d'énoncer, et comment ça se lie avec l'apprentissage tôt ou tard. Et en fait, ici, on s'est focalisé sur juste une structure essentielle comme la base de tout, qui est le striatum, donc dans les ganglions de la base. C'est une structure en fait assez bien placée pour cette histoire. C'est une structure qui se trouve donc à l'intérieur du cerveau, vraiment dans des parties plus anciennes de notre cerveau. L'idée, c'est que lors du développement de notre cours de vie, qu'il y a un processus de pruning de connectivité. Donc, l'idée, c'est que cette structure-là, c'est au début de vie, c'est connecté avec plein de différentes zones dans le cerveau, donc c'est hyper connecté. Et au cours du temps, cette connectivité diminue. Donc, c'est une zone qui a beaucoup de changements de plasticité, de changements de pattern de connectivité au cours de vie. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette zone a déjà été impliquée dans la précision de contrôle moteur mesurée chez des musiciens et vous le devinez avec la même mesure de régularité temporelle lors de jeux de gamme. Donc, on trouvait qu'au niveau structurel, cette zone-là était impliquée dans cette tâche. Donc, nous, on voulait un peu connecter toutes ces flèches-là. Je vais sauter un peu les détails. En fait, on a regardé aussi à l'intérieur de différentes parties de cette structure. Parce que si on regarde à l'intérieur, on peut en fait distinguer de différentes sous-parties de cette striatum en utilisant de différentes sous-parties, si vous voulez. Pour l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas super compliqué, mais je peux donner un peu plus de détails si vous voulez. Grosso modo, les différentes parties de cette structure ont des patterns différents avec le reste du cerveau. Et voici le résultat. Beaucoup d'informations. N'ayez pas peur. En fait, c'est juste pour vous donner une idée globale. En fait, ici, c'est les différentes sous-parties de cette zone. Et les colonnes sont les pianistes qui sont formés tôt, qui sont formés tard ou qui sont ne pas formés, qui sont donc des non-musiciens. Et qu'est-ce que je veux que vous retenez de cette image? En fait, tout simplement qu'on voit beaucoup plus de rouge ici chez les musiciens tôt que chez les musiciens tard et encore moins dans les non-musiciens. Naturellement, pour le cadre de cette étude, on a voulu exploiter cette information de façon un peu plus systématique. Donc, en fait, on s'est posé la question. En fait, on a hypothisé qu'il devrait y avoir quelques patterns de changement de connectivité qui sont présents chez les musiciens, peu importe s'ils ont commencé tôt ou tard dans la vie. Donc, un type de pattern de connectivité lié tout simplement à l'apprentissage musical, peu importe quand dans la vie ça se passe. Et un deuxième ensemble de connexions qui sont spécifiques à ceux qui ont commencé à apprendre leur instrument plus tôt. Vous voyez? Donc, effectivement, quand on utilise un modèle de régression assez simpliste, en fait, pour analyser cette donnée, c'est exactement ce qu'on trouve. On trouve un pattern de connectivité qui est essentiellement des connectivités de striatum vers des différentes zones distribuées dans le cerveau, dans le lobe occipital et même frontal et
voilà, de différentes zones, en fait, qui ont la connectivité. Ici, vous voyez la connectivité fonctionnelle sur l'horizontale pour les participants qui ont commencé tôt, tard ou les non-musiciens. Et on voit que donc les participants tôt et tard, eux, tous les deux trouvent cette même pattern d'augmentation de connectivité fonctionnelle. Et en fait, pour les non-musiciens, il y a sur le niveau de groupe, il n'y a pas vraiment de connectivité sur le niveau de groupe. Et deuxièmement, on voit que cette connectivité n'est pas très liée à l'expertise motrice. Donc, si on trouve la corrélation entre la connectivité cérébrale et l'expertise, on n'a pas beaucoup de liens entre ces deux. Donc, on trouve une augmentation de connectivité chez les musiciens par rapport au contrôle, mais pas de différence entre le tôt et tard, et pas de connexion, pas beaucoup de corrélation avec l'expertise musicale. Donc ça, c'est le premier pattern de résultat. Donc l'effet, si vous voulez, de l'apprentissage d'un instrument de musique, le piano, peu importe quand dans la vie cet apprentissage se fait. Le deuxième facteur qui est issu de ce modèle, c'était les patterns de connectivité spécifiques à ceux qui ont commencé leur apprentissage tôt dans la vie. Et là, on trouve en fait tout un autre pattern qui est essentiellement de connecter de striatum vers les cortex moteurs primaires et sensoriels primaires. Primary motor, primary sensory. Et là, on trouve un autre pattern où, en fait, les gens qui sont formés tôt ont la connectivité fonctionnelle non zéro, et ceux qui sont tard sont indistinguables des non-musiciens essentiellement. Et là, on trouve des corrélations plus prononcées avec l'expertise musicale également. Donc, un pattern différente, donc un réseau spécifique à l'apprentissage tôt dans la vie qui a pour résultat une connexion entre le striatum et le cortex moteur primaire et sensoriel primaire. Donc essentiellement, juste pour résumer ça, on trouve donc un réseau striatum vers des zones distribuées où pour les non-musiciens, en fait, on ne trouve même pas de connectivité, mais on retrouve dans les deux groupes de musiciens, et ce n'est pas corrélé avec l'apprentissage, avec l'expertise de timing. Et le deuxième réseau plus spécifique à l'apprentissage tôt, où c'est juste ceux qui ont commencé leur apprentissage tôt dans la vie qui trouvent cette connectivité fonctionnelle, et c'est plus fortement lié à l'expertise de régularité dans le jeu de musique. Donc, naturellement, on sait que les pianistes dans cet échantillon ont fait un apprentissage qui implique beaucoup plus que juste apprendre les mappings sensorimotrices. Donc, le résultat que je viens de montrer, on ne peut pas en déduire que ça, c'est la réflexion de l'apprentissage des cartes sensorimotrices, mais c'est un des éléments qu'on imagine qui entre en jeu. Donc, l'impact sur le cerveau d'apprendre à jouer l'instrument de musique tôt, c'est en particulier mène à des connexions spécifiques striatales et cortex sensorimoteur primaire qu'on ne trouve pas chez des gens qui ont commencé plus tard dans la vie. Voilà, avec ça, je suis ouvert à des questions et merci beaucoup pour votre attention.